Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Madame Catherine Witold de Wenden. Madame Witold de Wenden est une directrice de recherche émérite au CNRS. Elle est docteure d'État en sciences politiques, spécialiste des migrations internationales sur lesquelles, depuis une vingtaine d'années, elle a mené différents travaux, conduit de nombreuses études de terrain et dirigé différentes recherches comparatives, surtout européennes. Vous êtes, Madame, consultante auprès de l'OCDE, vous êtes consultante auprès du Conseil de l'Europe. Vous avez donc un parcours quand même reconnu sur ces questions de migration internationale. Et vous êtes membre du Conseil d'orientation du Cercle de la LICRA et faites partie du Cercle d'accueil de l'étranger de la FEP. Et je vous donne la parole. Beaucoup, il y a beaucoup de choses qui ont disparu parce que malheureusement la présidente du cercle de réflexion de la LICRA est décédée. Donc merci à tous de m'avoir invité pour parler de ce que vous avez appelé l'évolution des parcours migratoires, sachant que une partie de ces parcours, on les connaît très très mal, puisqu'ils se font souvent au sud du monde. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a 284 millions environ de migrants internationaux. Je dis environ parce qu'il y a des régions où on n'a pas beaucoup de comptabilité des flux qui se partagent en grandes régions du monde. On n'a pas seulement une mondialisation de ces parcours, mais aussi une régionalisation des parcours. C'est-à-dire que la plupart des personnes ne vont pas très loin, elles vont dans leur région mondiale, pas seulement leur région au sens étroit comme on le dit en France. Pour simplifier, j'aurais tendance à dire on a autour de 80 millions de migrants qui migrent en Asie. On a 26 millions de migrants en Afrique. On a en Europe, on est autour d'une cinquantaine de millions de migrants internationaux. Pour les Amériques, on est autour de 80, une dizaine de millions en Océanie. Donc tout ça, ça fait l'ensemble que je vous ai présenté. Plus la Russie, 13 millions de migrants, 4e destination migratoire au monde, etc. Donc on a à peu près le même nombre de migrants, 140 millions au nord de l'hémisphère et 140 millions environ au sud, avec une légère augmentation des migrations sud-sud par rapport aux migrations sud-nord et nord-nord. Donc ça, c'est un peu le schéma mondial, si j'ose dire, avec des phénomènes qui vont plutôt dans le sens d'une augmentation des migrations au sud du monde, parce qu'on a eu des quantités de crises de réfugiés qui ont produit des gros chiffres de départ, notamment l'Afghanistan, 6,5 millions, l'Irak, 4 millions, la Syrie, 6,5 millions, l'Ukraine, bien sûr, mais ça c'est nord-nord, c'est l'Europe, mais aussi le Venezuela, par exemple, on a eu près de 6 millions de gens qui ont quitté leur pays. Puis aujourd'hui, il y a le Soudan, dont on parle moins parce qu'il est moins couvert par la presse. Il y a environ 7 millions de personnes qui ont quitté leur domicile, qui sont restés soit chez eux ou qui ont traversé les frontières pour aller vers l'Égypte, vers le Tchad ou vers l'Ouganda. Donc la situation est très évolutive, si j'ose dire, dans ces parcours. Et beaucoup de jeunes sont impliqués. Les migrations qui vont du sud au nord, celles qu'on voit aussi à la télévision, qui ne sont pas représentatives de tout ce qui se passe dans le monde. Les gens qui débarquent à Lampedusa, par exemple, ce sont des jeunes pour l'essentiel. On a beaucoup de migrations également de gens qui, avec leur famille, il n'y a pas seulement des parents, mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui migrent aujourd'hui dans ce contexte. On a beaucoup de mineurs isolés non accompagnés, qui est le thème de votre journée, dont je dirai un mot tout à l'heure. Et puis une grande diversification des flux qu'on n'arrive plus à caractériser parce que c'est ce qu'on appelle des flux mixtes. Il faut dire aussi que beaucoup de flux migratoires, de parcours migratoires, n'ont pas de réponse institutionnelle, juridique à leur statut. Je prends par exemple la question des déplacés environnementaux. Pour l'instant, il n'y a aucun statut des déplacés environnementaux. Pour les réfugiés, il y a beaucoup de flux mixtes, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui correspondent éventuellement à la définition de la Convention de Genève, pour certains, bien sûr, la notion de persécution, mais d'autres qui, ne pouvant pas entrer comme travailleurs, quittant des pays en crise et très mal gouvernés, essayent l'asile, tout en sachant qu'ils ont peu de chances de pouvoir l'obtenir,
dont pas mal de jeunes aussi qui vont se trouver déboutés du droit d'asile. Flux mixte, travail ou asile, parfois c'est pas très clair dans leur profil. Et donc, souvent, ils sont à l'écart des statuts institutionnels. Le regroupement familial aussi, qui est une source de migration très, très importante. Les étudiants, aujourd'hui, les plus nombreux à venir en Europe, souvent légalement, ce sont les étudiants, ce qu'on a tendance à oublier, devant les réfugiés, devant le regroupement familial, devant les gens qui viennent pour travailler. Donc, on a des évolutions très rapides qui se sont produites en peu de temps, en réalité, avec en gros, et c'est ça le vrai sujet, si j'ose dire, des pays de départ qui sont des pays faibles ou en crise, et des pays d'accueil qui sont des pays puissants, qui ont le monopole de la définition des politiques migratoires au monde. Politique européenne, Convention de Genève, il y a 50 pays du Sud qui ne l'ont pas signée, toute une série de politiques d'attraction des élites également. Toutes ces politiques sont définies par le Nord et le regroupement familial également. Mais les pays du Sud n'ont souvent pas souscrit à un certain nombre de conventions internationales, dont la Convention de Genève, comme je vous disais, une cinquantaine de pays non signataires, la Convention sur les droits de l'enfant 1989, le principe de regroupement familial, et souvent au Sud, l'essentiel des migrations, ce sont des migrations de réfugiés ou des migrations de travail pour l'essentiel. À l'échelle mondiale, l'essentiel de ces 284 millions de migrants internationaux, ce sont des migrations de travail. Donc voilà un petit peu le paysage. Les facteurs de ces migrations, de ces parcours, sont des facteurs structurels du monde. On a beaucoup de mal à l'expliquer aux décideurs qui ont souvent une réaction très restrictive à cette situation parce que en fait, ces facteurs sont structurels au monde d'aujourd'hui. Et on n'arrêtera pas, surtout un seul pays qui décide de fermer plus ou moins ses frontières, un phénomène mondial. C'est une grande tendance du monde, la migration internationale aujourd'hui, et dont les facteurs sont structurels, qui correspondent à l'état du monde comme il va, comme disait Voltaire, c'est-à-dire les inégalités du développement humain. Ça, c'est très, très important dans la décision de partir, même si ce ne sont jamais les plus pauvres qui partent. Hein. Ceux qui partent, c'est ceux qui ont déjà un certain capital scolaire pour pouvoir se dire qu'ils vont pouvoir se débrouiller à l'extérieur, mais aussi un capital éventuellement linguistique, un capital de réseaux familiaux transnationaux, des compatriotes et des familles installées à l'extérieur. C'est un élément très important de la décision de partir et surtout du lieu où on va se rendre, et également la prise de conscience que chez eux, il n'y a pas d'espoir, qu'ils cherchent la paix et éventuellement la possibilité de réaliser leur vie mieux ailleurs. Ça, c'est un facteur de départ. Autre facteur très important, les réfugiés. Hein, on n'a jamais eu autant de flux de réfugiés dans le monde dans un temps si court. Donc, les gens fuient la guerre, ils fuient la crise, ils fuient leur pays qui est complètement anéanti. Et donc, tout ça, ça crée aussi beaucoup de mouvements de population. Je parlais des réseaux transnationaux de familles, très importants, mais aussi les réseaux des nouvelles technologies. Les gens sont branchés, surtout s'ils sont scolarisés, urbains, sur toutes les technologies de l'information et de la communication qui leur font voir ou entrevoir un monde ailleurs, meilleur que celui qu'ils décident de quitter, par exemple. Hein. On a beaucoup d'autres facteurs de ces migrations internationales. Le trafic des êtres humains, du passage, qui est une sorte de tentation permanente pour ceux qui n'ont pas de visa. Le vrai problème, il est là aussi. C'est-à-dire que les pays du Nord ont défini une liste de pays qui est actualisée chaque année pour lesquels il faut avoir un visa avec son passeport. Dans le passé, il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas sortir de chez eux, tout le monde soviétique et beaucoup d'autres, la Chine, etc. Aujourd'hui, presque partout dans le monde, on peut avoir un passeport. La généralisation de l'accès à un passeport qui s'est produit dans les années 90 a été un aspect essentiel pour le droit de sortie. Hein. En revanche, le droit d'entrée, il s'est beaucoup durci à cause précisément du système des visas.
Et si on regarde cette hiérarchie des visas à l'échelle mondiale, on s'aperçoit que, bien sûr, avec notre passeport Bordeaux européen, on peut circuler dans 185 pays sans visa, par exemple, hein. Certains sont encore mieux placés que nous, les Japonais, les Sud-Coréens, les gens de Singapour, etc., qui plafonnent autour de 190 pays sans visa. Mais si vous êtes russe, vous divisez par 2. Si vous êtes chinois, vous divisez par 4. Puis au bout de la file, vous avez tous ceux qui viennent de pays en crise, qui ne peuvent quasiment aller nulle part, sauf dans des pays voisins aussi mal placés qu'eux. On a les Afghans, on a les Soudanais, on a les Érythréens, on a toute une série de pays pour lesquels on peut quasiment, ils disent eux-mêmes, on a des passeports qui ne valent rien, parce qu'avec notre passeport, il faut un visa pour tout. Et la réponse, c'est le trafic. Donc plus on interdit, plus le trafic se développe. C'était le cas pour la prohibition de l'alcool dans les États-Unis des années 30. Aujourd'hui, c'est le cas pour la migration qui est interdite pour les 2/3 de la population mondiale à cause de ce système des visas. Les plus riches des pays pauvres peuvent souvent circuler, soit parce qu'ils ont des diplômes qui leur permettent d'entrer comme élite, soit parce qu'ils investissent dans un certain nombre de pays d'accueil, qui souvent peut leur donner aussi accès à un titre de séjour et encore mieux à la nationalité. Il y a même des pays européens qui ont été un petit peu, disons, mal vus par l'Union européenne parce qu'on disait qu'ils donnaient ce qu'on appelle des passeports dorés. C'est-à-dire si vous investissez en créant une entreprise, en achetant un appartement ou une maison de tel montant, etc., vous allez pouvoir avoir un passeport chez nous, hein. Des pays pas très riches, hein, le Portugal, le Chypre par exemple, Malte, ont distribué ce genre de passeport doré, un peu plus contrôlé aujourd'hui, mais dans l'ensemble, il y a une grande différence entre les pauvres et les riches, comme partout ailleurs, quant à la liberté de circuler. Et également, dans ce contexte, il y a les facteurs environnementaux dont je parlais tout à l'heure. On a à peu près, on annonce 200 millions de déplacés environnementaux à la fin de ce siècle. On ne sait pas exactement combien ils sont parce que la plupart sont des migrants internes dans leur propre pays qui viennent de pays très pauvres. Ce sont les plus pauvres, les déplacés environnementaux parmi les migrants parce qu'ils fuient des conditions naturelles qui leur permettaient de vivre. Donc la plupart, ce sont des éleveurs, ce sont des pêcheurs, ce sont des agriculteurs qui vont fuir les très grandes catastrophes naturelles qui peuvent être la sécheresse, les épidémies qui frappent l'agriculture. Ça peut être également, donc bien sûr, la montée des eaux, etc., y compris dans les îles qui sont menacées d'être englouties, qu'ils seront d'ailleurs. Tout ça, ça crée aussi environ 80 millions pour l'instant de personnes qui sont concernées, surtout des migrants internes dans leur propre pays. Donc tous ces facteurs créent, et puis bien sûr l'appel de la part des pays riches, si j'ose dire, d'élites qualifiées dans un certain nombre de secteurs qui permettent de bouger aussi. Alors tous ces facteurs donnent un peu le paysage mondial aujourd'hui des migrations, avec toute une série de problèmes, si j'ose dire. D'une part, les pays du Sud n'ont pas beaucoup de voix dans la définition des politiques migratoires. Il y a une tentative avec le pacte de Marrakech de 2018 en mettant autour de la table les pays du Nord, les pays du Sud, des acteurs, les églises, les syndicats, le patronat, les associations de défense des migrants, etc. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, les pays qui ont signé, il y a 169 signataires, se sont un peu assis dessus quand ils ont défini leur politique migratoire nationale. Donc là, on est dans une totale contradiction. D'autre part, l'autre contradiction, c'est l'accélération de la dimension sécuritaire des politiques migratoires dans toute une série de pays du monde qui sont des pays d'économie libérale. Est-ce qu'on peut fermer les frontières si on est dans une économie libérale? Non, puisque dans une économie libérale, tout circule en principe. Mais aujourd'hui, sauf les personnes. Donc là, il y a une autre contradiction. Contradiction aussi entre tout ce qui est fait en termes de dissuasion, de répression et l'éthique
d'un certain nombre de pays qui prétendent la respecter, surtout qui ont signé des conventions internationales en vertu desquelles ils devraient respecter ces dispositions. On a vu récemment que quelques chefs d'État se sont dit tout ça, c'est pas très important, les textes internationaux ou même nationaux, on va passer outre. Mais ça a échoué quand même un petit peu. Les tentatives anglo-saxonnes de traiter au Rwanda les demandeurs d'asile ont disparu avec le changement de Premier ministre. Madame Meloni est en train d'échouer en Italie dans ses tentatives de faire traiter les demandeurs d'asile, faire le tri par l'Albanie, par exemple. Et ça tente beaucoup de chefs d'État qui ne connaissent pas grand-chose aux politiques migratoires. Et surtout, le fait que plus on a des politiques restrictives, plus il y a des stratégies qui sont développées par les migrants, et notamment par les jeunes migrants, pour se maintenir sur le territoire, pour essayer quand même de venir, etc. Et tout ça, c'est souvent sous-mesuré par ceux qui, pour des raisons d'opinion publique, de lutte contre les idées d'extrême droite qui sont déjà là dans pas mal d'endroits, veulent en faire de la surenchère autour de la guerre aux migrants, si j'ose dire. Donc vous voyez un petit peu le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Pour terminer, il y a quand même des échéances très importantes et qui concernent d'ailleurs les jeunes, qui sont les besoins démographiques. Le Sud est beaucoup plus jeune sur la planète que le Nord. L'âge médian qui sépare en deux la population mondiale, en Europe, il est de 41 ans. Sur la rive sud de la Méditerranée, il est de 25 ans. Si on va encore plus au sud, en Afrique subsaharienne, c'est 19 ans. Donc le Sud est très jeune par rapport au Nord. Ça, c'est un élément très important. Et surtout, le Nord, aujourd'hui, sa population diminue. Le seul facteur de croissance de la population en Europe ou aux États-Unis, c'est la migration. Donc c'est un facteur très important. L'autre élément très important, c'est les manques de main-d'œuvre qui sont liés bien sûr à ce phénomène, mais aussi à la structure de la population qui vieillit. Le vieillissement de la population au nord amène des nouveaux besoins de main-d'œuvre qui ne sont pas uniquement des besoins de main-d'œuvre très qualifiés, qui peuvent être des métiers du care, comme on dit, les soins à la personne, notamment aux personnes âgées et puis aux malades, etc. Les métiers du bâtiment et des travaux publics qui demandent des gens jeunes, on ne fait pas ça à 95 ans. Toute une série de métiers qui sont mal pourvus aujourd'hui parce que les pays d'immigration veulent se flatter de n'attirer que des élites alors qu'ils ont aussi besoin d'une migration moyennement qualifiée et moins qualifiée. Donc tout ça, ça fait partie du contexte dans lequel on est, des contradictions aujourd'hui. Et pour l'instant, les politiques migratoires ne prennent pas véritablement la mesure de ces phénomènes crispés qu'ils ont sur la nécessité qu'ils perçoivent de répondre aux sondages d'opinion et aux volontés des politiques populistes qui ont déferlé, notamment en Europe et aussi aux États-Unis. Merci, madame. On a donc un peu de temps devant nous pour faire un débat, enfin poser des questions, avoir un temps d'échange avec madame de Venden, pardon. Est-ce que donc parmi vous, il y a des questions qui se posent par rapport à ce panorama qui est brossé par madame sur les flux migratoires? Pierre-Olivier. Oui, bonjour. Au sujet des mineurs donc non accompagnés, est-ce qu'on a des études un peu plus approfondies sur le nombre, l'origine, les besoins et l'accueil? J'aurais tendance à dire oui et non. On a ceux qui sont identifiés comme tels. Et il y a beaucoup de mineurs, c'est toute la difficulté, beaucoup de mineurs non accompagnés. D'abord, il y a tout un débat sur l'âge, puisque pour eux, vous le savez mieux que moi, il y a la question on respecte en principe, quand on est signataire, la Convention de 89 sur les droits de l'enfant, qui dit que les mineurs doivent être accueillis, éduqués, nourris, logés, etc. Sauf que dans beaucoup de cas, ça ne se passe pas comme ça. Dans le sud du monde, il y a une certaine tolérance à l'égard des flux
irréguliers, si j'ose dire, parce qu'eux-mêmes en produisent, donc ils vont accueillir éventuellement le coup d'après les gens qui fuient telle ou telle crise. Donc c'est ce qu'on trouve beaucoup, notamment à l'intérieur de l'Afrique, une certaine tolérance à l'égard de la migration irrégulière, sans savoir si les gens sont jeunes ou plus âgés, s'ils sont mineurs ou pas, puisqu'il n'y a pas de politique qui correspond à cette situation. Donc ça, c'est un premier point. D'autre part, il y a dans nos pays, si j'ose dire, tout un flou, puisque pour ces mineurs, il faut entrer dans cette règle de la minorité pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale à l'enfance. Et il y a toute une contestation des critères qui ont été utilisés pendant longtemps, vous le savez, qui est le test osseux, qui a été utilisé par les États-Unis dans les années 30, qui a été démontré comme pas nécessairement très fiable, mais certains, bien sûr, essayent de diminuer leur âge pour pouvoir entrer dans cette catégorie. Donc il y a beaucoup de flou en la matière, même s'il y a une politique, en principe, pour eux. Ceci dit, moi j'ai pu constater, en allant dans toute une série d'associations qui n'étaient pas centrées sur les mineurs, mais sur l'ensemble des thématiques migratoires, des associations de soutien, ça dépend beaucoup des lieux, des endroits, ne serait-ce qu'en France. Il y a des préfectures, par exemple, où les mineurs, pour dissuader, il y avait même un sous-préfet du Nord-Pas-de-Calais qui disait qu'il faut leur rendre la vie impossible pour qu'ils ne reviennent pas. Vous voyez le discours d'une sous-préfecture, et aussi, bien sûr, sans doute de la maire de Calais. Donc on leur rend la vie effectivement impossible. Et dans le sud-ouest de la France, j'ai vu des départements où les mineurs sont dans la nature, si j'ose dire. Il y en a aussi beaucoup à Paris, sous les ponts, notamment en hiver, parce qu'ils ne sont pas informés de leurs droits. Le vrai problème, c'est l'accès aux droits. Il n'y a pas de politique de premier accueil, par exemple, en France, alors que ça existe dans beaucoup de pays européens. Donc, ils ne sont pas informés, ils sont sous les ponts. Et dans certains endroits, ils vivent un peu à la gare. Ils sont dans le bus jusqu'à minuit. Ensuite, ils vont à la gare, qui ferme ensuite. Ensuite, ils vont retourner à la gare à partir de 4h, 5h du matin quand elle rouvre, etc. Il y a beaucoup d'endroits où ça se passe comme ça, en réalité. Parce que, pas informés sur leurs droits, peur peut-être de faire face à des pouvoirs publics s'ils ont le sentiment qu'ils seraient en situation irrégulière. Et donc, ça, c'est un énorme problème que l'on peut rencontrer. Il y a aussi toute une série de filières qui exploitent les mineurs, la prostitution, etc., qui fait qu'ils ont tendance à se cacher. Les problèmes de la scolarisation, l'insuffisance du nombre de centres d'accueil aussi. J'ai été en débat avec Didier Lesky, qui est le directeur de l'OFI sur France Inter dimanche dernier. Alors, il disait que, bien sûr, ils avaient augmenté le nombre de centres d'accueil, pas seulement pour les mineurs, mais pour toute une série de populations, notamment les demandeurs d'asile, ce qui est vrai. Mais en même temps, on est très, très en deçà de ce qu'on devrait avoir en termes de centres d'accueil pour les mineurs. Et il est montré que ceux qui sont suivis ont un parcours bien meilleur, notamment pour une procédure de demande d'asile, pour un parcours scolaire, que ceux qui sont complètement dans la nature. Il y en a encore beaucoup. Ce qui fait que je ne peux pas vous donner un chiffre très précis en la matière, mais c'est un vrai sujet. On a une évaluation des sans-papiers pour la France très discutable, autour de 200-300 000 sans-papiers en France. Bon courage au ministre de l'Intérieur qui veut renvoyer tout le monde. Mais en réalité, la situation est très très floue sur le nombre de mineurs non accompagnés, parce que souvent, pas informés de leurs droits, ils ne sont pas identifiés comme tels. Moi, justement, je pense que tout à l'heure, nous aurons une intervention de... Vous aurez d'autres éléments là. Oui, justement. Sur le défenseur des droits, nous parlera justement de ce problème. Moi, je voulais vous poser une question. Vous avez évoqué le fait que dans les raisons de ces flux migratoires, on a bien sûr les inégalités économiques et la crise économique dans les pays du Sud qui incite les gens du Sud à venir dans le Nord où on est plus riche. Vous disiez à juste titre que ce n'est pas les plus pauvres de ces pays du Sud qui portent, qui viennent. Donc, quelque part, on peut imaginer qu'il y a un peu d'instruction et de moyens de communication. Et comment retentit chez ces personnes le fait que quand on voit ce qui se passe dans les pays d'accueil, c'est pas forcément le pays de cocaïne qu'ils imaginaient, en tout cas que l'accueil n'est pas aussi bon.
ça ne tarit pas un peu quand même les flux ? Non, pas du tout, parce que les flux continuent à augmenter aujourd'hui, malgré les politiques très restrictives, très dissuasives qui ont été mises en œuvre. Ça ne dissuade pas. Et en fait, les pouvoirs publics, souvent qui définissent les politiques d'immigration, ont beaucoup de mal à prendre ça en compte parce qu'eux, ils vivent dans des états de droit. Et ils considèrent que du moment qu'on interdit quelque chose, ben, les gens, ils vont respecter, si j'ose dire. Moi, j'ai déjà eu des discussions avec des gens du ministère de l'Intérieur là-dessus. Ils n'imaginent pas. Dans certains pays, l'État n'existe pas du tout. C'est même pas l'État de droit, c'est l'absence d'État. Donc, qui reçoivent des OQTF, comme disait une association d'aide aux mineurs d'ailleurs, bah, les Afghans, ils en ont plein les poches, comme nous on a des tickets de supermarché, bah, pour eux ça n'a aucun sens en réalité. Ce qui a de sens, c'est leur très forte détermination à eux, encore plus forte que celle des pouvoirs publics que de les renvoyer, à aller jusqu'au bout, surtout s'ils ont payé des passeurs. Donc on va aller jusqu'au bout. Si on a raté une fois, on essayera une deuxième fois, une troisième fois, etc. Et ceux qui ont beaucoup souffert, bah, ils se disent à Calais, j'ai fait 90% du voyage. Donc je tente le tout pour essayer de traverser la Manche. Donc il y a une très très forte détermination et rien ne dissuade. Quand on quitte des pays qui n'existent, qui sont en ruine, quand il y a la guerre chez soi, quand il n'y a aucun espoir que ça s'améliore à court terme, la détermination est très 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 forte de partir. Y a-t-il d'autres questions ? Peut-être juste se présenter. Ok. Bonjour, moi c'est Abiba Herrier, je suis éducatrice au réseau Salvaire Associatif. On s'occupe au foyer de jeunes migrants, mineurs non accompagnés. On accueille 24 jeunes, pour l'instant 22. Et ma question, c'est que vous parliez de politique restrictive. Est-ce que vous pensez que si les pays du Nord mettaient en place des politiques un peu plus de facilité, entre guillemets, c'est-à-dire, parce que je sais que pour faire une demande de visa pour venir en France, c'est tout un tas de documents qu'il faut présenter pour avoir le visa. On n'est même pas sûr d'avoir le visa. En fait, si on facilitait l'immigration, c'est-à-dire pour les pays du Sud, justement, quand on vient, on peut rentrer facilement et on peut revenir facilement. Vous pensez que ça ne va pas diminuer l'immigration en fait, irrégulière ? Si en fait les gens ils avaient la possibilité de venir de façon régulière, il y aurait moins d'immigration irrégulière, il y aurait moins de morts sur la Méditerranée, parce que le vrai problème c'est que c'est difficile d'avoir les visas, et les gens qui sont dans les bateaux, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, justement parce que ça coûte moins cher un visa que de payer un passeur, parce qu'un passeur c'est 3 000 € et un visa c'est 150 €. Est-ce que vous pensez qu'une facilité d'immigration régulière ne ferait pas un stop quand même ? Vous avez complètement raison, sauf que dans l'esprit d'un certain nombre de décideurs, d'acteurs des politiques publiques, on est aujourd'hui dans le dissuasif. Il faut absolument dissuader, etc. Parce que l'opinion publique, exprimée par les sondages, dit que selon les contextes, il y a trop d'immigration, etc. Donc ça, je crois que c'est très très difficile. Mais toutes les grandes organisations internationales, dont des choses qui émanent de l'ONU, le pacte de Marrakech, disent il faut, alors c'est un terme très soft, il faut sécuriser les parcours migratoires. Sécuriser les parcours migratoires, ça veut dire que faire en sorte que les gens, ce qui était le cas dans le passé, viennent légalement et puissent donc ne pas emprunter le désert de Libye, la Méditerranée, pour arriver chez nous, si j'ose dire. Ça veut dire réouvrir un peu les frontières en réalité, mais aucun homme politique ne dira on va réouvrir les frontières. Alors, l'effet pervers de cette fermeture, précisément comme vous le dites, c'est la sédentarisation des gens. Parce que plus on ferme, comme les gens ne peuvent plus faire des allers-retours, il faut qu'ils viennent, définitivement avant d'avoir des papiers. Eh bien, on a toute une sédentarisation aléatoire de gens qui sont arrivés en attendant un parcours très long de régularisation. Et ça a aussi favorisé l'accélération du regroupement familial. Parce que comme en général, c'était un homme qui venait pour travailler, on lui a dit maintenant c'est fini, vous ne pouvez plus faire des allers-retours. Moi, j'ai connu cette période où les gens retournaient 2 mois, 3 mois chez eux, repartaient travailler chez Renault ou ailleurs. Eh bien, ils ne peuvent plus faire ça. Donc, comme ils ne peuvent plus le faire, s'ils ont obtenu des papiers,
tout de suite, ils vont faire le regroupement familial en se disant, comme ça, on est à l'abri de tout ce qui se passe chez nous, et au lieu de faire des allers-retours très réguliers. Donc ça a figé le système en réalité. Plus on ferme, plus on sédentarise et plus on fige la mobilité, plus on ouvre, plus on a de la circulation. C'est ce qu'on a vu avec les pays de l'Est. Les pays de l'Est, pendant longtemps, ils ne pouvaient même pas venir du tout, puisqu'ils ne pouvaient pas sortir du rideau de fer. Quand ils ont pu venir, on a vu des gens qui ne se sédentarisent pas pour beaucoup d'entre eux. Ils font des allers-retours, parce qu'ils peuvent. Les Polonais qui ont été mis à la porte du Royaume-Uni sont partis chez eux, et puis ensuite ils reviendront ailleurs, en Allemagne, etc. Beaucoup de Roumains sont dans cette situation, des Bulgares, etc. Donc en fait, on a une circulation migratoire qui est l'objectif de l'histoire de la population. La population a toujours bougé à travers le monde. Les gens ont fait souvent des allers-retours. Et puis, qui est aussi l'aspiration des personnes. Beaucoup disent, nous, on aimerait bien faire des allers-retours, mais on ne peut pas. Parce qu'en fait, avec la fermeture des frontières, on n'est pas sûr de pouvoir revenir. Donc, en fait, on a un effet pervers d'installation sur place non désirée de gens qui voudraient circuler. Pareil pour la situation de l'asile, les accords de Dublin qui n'ont pas été modifiés par le pacte européen sur l'immigration et l'asile, notamment le fameux One Stop, One Shop. C'est là où vous avez mis le pied que vous devez automatiquement demander l'asile. D'une part, ça ne marche pas parce que les gens, ils veulent aller là où ils ont de la famille, là où ils parlent la langue, là où ils ont des compatriotes, etc. Donc, ils ne vont pas rester en Grèce, par exemple. Mais aussi parce que pour eux, ils savent qu'ils vont trouver du travail dans tel ou tel pays, et donc ils veulent traverser par exemple la Manche, parce que beaucoup d'Afghans ont travaillé avec la crise afghane qui a duré 30 ans, ils ont travaillé au Pakistan par exemple, donc ils vont retrouver des Pakistanais au Royaume-Uni. Donc en fait, le système actuel de fermeture des frontières relatif, puisqu'il y a une série de flux qui sont légaux, fige le système et contribue à une sédentarisation des mineurs déjà, mais aussi de toute une série de gens qui ont un statut fragile. Peut-être une question, alors du coup, je me permets, complémentaire là-dessus. Si effectivement la politique, Pierre-Olivier Delino, délégué général de la Fédération de l'entraide protestante, si on comprend qu'effectivement ces politiques restrictives ne permettent pas de tarir les flux, qu'elles ont des effets pervers de fixation et de développement des voies illégales, est-ce qu'inversement, le fait de simplifier crée l'appel d'air, question de l'appel d'air, comment vous l'analysez-vous? Il n'y a pas d'appel d'air. En fait, tous les travaux, je suis en train de faire un livre sur les idées reçues sur l'immigration, et dans mes idées reçues, il y a tout un chapitre sur l'appel d'air. L'appel d'air n'existe pas en réalité, parce que en fait, la plupart d'abord les gens qui arrivent, et surtout sans papier, ils n'ont aucun droit. Pour entrer dans le système des droits, c'est déjà une procédure longue et compliquée, sauf pour les Ukrainiens qui ont bénéficié de la protection temporaire, mais c'est un cas particulier. La plupart dans ceux qui arrivent, ils n'ont rien. Donc l'idée qu'ils ont, qu'ils viennent pour les droits, c'est complètement faux. Et même à l'échelle mondiale, puisque les pays qui attirent le plus au monde ne sont pas des pays qui ont un welfare très développé. Les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sont les deux pays qui attirent le plus, c'est des pays où, en fait, il faut se débrouiller seul pour accéder à tous ces droits, parce que ce n'est pas très simple. Il n'y a pas du tout notre protection à la française, ou comme dans les pays du nord de l'Europe. Donc c'est un discours largement faux, et même il y a beaucoup de droits auxquels les migrants, faute d'information, n'accèdent pas aussi. Par exemple, l'aide médicale d'État, etc. Il y a eu tout un débat là-dessus, mais en fait, il y a peu de gens qui émargent. Il y a une grande stabilité du nombre de bénéficiaires pour le milliard de l'aide médicale d'État. Donc, ce n'est pas colossal. Et beaucoup de droits, beaucoup de gens ne demandent pas des droits parce qu'ils ne sont pas informés. Donc ça aussi, c'est un travail important de les informer de leurs droits, notamment des jeunes. Donc l'appel d'air n'existe pas, mais en revanche, ce qu'on peut dire là-dessus, d'abord, c'est un discours très fréquent dans le débat public, et la plupart de ceux qui font ces politiques migratoires font des politiques qui n'ont pas d'effet, mais qui sont faites pour l'opinion publique. C'est ça le problème. On théâtralise, on met en scène
du contrôle parce que l'opinion publique veut ça, d'après les sondages. Donc, en fait, c'est comme si on allait chez le médecin, qu'on vous donnait un médicament qui a 30 ans d'âge qui ne donne aucun effet, mais qu'on continue à donner parce que le médecin va se dire bah, ça va rassurer la personne, les fameux placebos. C'est pareil, ça. Les reconductions, aujourd'hui, on est à 12% des reconductions. Je ne pense pas que le ministre actuel, même si c'est son obsession, si j'ose dire, va pouvoir faire 100% de reconduction parce que c'est compliqué. Il faut les pays de départ qui donnent leur accord, la fameuse certification consulaire, ça coûte très cher. Moi, j'ai été 6 ans à la Commission nationale de déontologie de la sécurité, l'ancêtre du défenseur des droits. En moyenne, c'est 3 000 € par personne. Donc, si on veut reconduire 100 000 personnes, ça coûte cher aux contribuables. Personne ne va dire, voilà la facture. Ensuite, il y a beaucoup de limites juridiques, fort heureusement pour ces reconductions, qui sont les liens familiaux, qui sont toute la question de la santé, etc. Donc, ce n'est pas possible de faire des reconductions massives. Mais c'est fait pour l'opinion publique. Politique de retour, pareil, on a très peu de retours, disons, volontaires. Mais ça fait 30 ans qu'on dit ça, pas 30 ans, depuis 1977 en France, politique de retour, donc presque 50 ans. Mais en réalité, on dit ça parce que c'est ce qu'il faut annoncer, y compris dans le pacte européen sur l'immigration et l'asile. On dit politique de développement comme alternative à la migration. Si on regarde les rapports de l'OCDE, on voit le développement, la migration c'est du développement, et le développement accélère la migration pour les raisons que je vous indiquais, c'est-à-dire plus les gens sont scolarisés, informés, urbains, etc., plus ils bougent, ils veulent bouger. Ils sont comme nous. Nous, on bouge beaucoup, mais eux aussi, ils veulent bouger. En disant, nous, ce qui nous bloque, c'est le visa, mais nous, on veut vivre comme vous. Donc, en fait, plus il y a de développement à l'échelle mondiale, plus on va avoir de mobilité. Ça ne veut pas dire que les gens veulent s'installer définitivement, mais plus ils veulent accéder au droit à la mobilité, qui est un droit universel, qui est énoncé dans plusieurs textes internationaux. Donc, on va vers plus de migration, plus de mobilité, et les politiques qui bloquent créent des effets pervers et donc ne résolvent pas la question. Alors, Merci. Dominique Jaulme, je suis une habitante du 20e, membre d'un collectif de soutien au MNA, aux jeunes de Belleville, comme on dit, et aussi membre d'une entraide parisienne protestante. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation qui confirme ce qu'a dit François Héran il n'y a pas longtemps dans d'autres colloques avec la CIMAD. Et c'est vraiment... Enfin, j'entends, il n'y a pas d'argument économique. Je ne comprends pas que toutes nos associations de défense de la migration ne puissent pas peser sur ce fantasme populiste. Parce que si, comme vous dites, si on avait une vraie politique d'accueil au Nord, on démontrait très facilement tout de même les arguments des habitants qui sont pas si nombreux. Les habitants populistes sont... Les habitants ici, dans le 20e, ont été très accueillants. Les élus ont été très accueillants pour les jeunes l'année dernière, quoi. On les a hébergés, protégés dans le parc de Belleville. Et ensuite, on a toujours ouvert des bâtiments que l'État s'empresse de fermer quand c'est un bâtiment qui appartient à l'État. Donc, je ne vois pas comment... on en parle souvent avec les gens de la CIMAD qui doivent être là aujourd'hui, mais... Comment on n'arrive pas à peser au titre de quoi on empêche cette migration qui ne peut qu'enrichir. Comment on traite le fantasme ? Pardon ? Le fantasme. Comment on traite ce fantasme ? Comment on traite ce fantasme ? Est-ce qu'il faut plus que des sociologues et des anthropologues ? Est-ce qu'il faut des psychologues, des psychiatres ? Je ne sais pas. Alors, bien sûr, on a besoin de psychiatres, et on le sait, puisque dans les parcours migratoires très, très douloureux, il y a beaucoup de problèmes psychiatriques. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Moi, capitaine » de Matteo Garonne, et on voit un peu l'histoire dont l'un a fait le parcours, pas comme acteur, mais comme quelqu'un qui traversait effectivement la Méditerranée de son plein gré. En fait, alors déjà, il faut voir les scores quand même du Rassemblement national en France. Donc, l'immigration, c'est devenu... le fonds de commerce
des populistes, pas seulement d'ailleurs de ce parti d'extrême droite, mais d'une partie de la droite en France, hein, qui est très tentée par ce discours-là, parce que si on ne parle plus d'immigration, il n'existe plus quasiment, hein, politiquement. Donc ça, c'est un problème majeur. C'est un sujet construit, hein, construit très largement. C'est pas d'ailleurs, d'après les sondages, c'est pas le sujet qui préoccupe le plus les Français. La question du pouvoir d'achat les préoccupe plus, la question de la santé. En troisième point, on a l'immigration, et même beaucoup de ceux qui ont un discours très négatif ne connaissent pas l'immigration. À Paris, on n'a pas eu beaucoup de votes anti-immigration, alors qu'en milieu rural, où il y a beaucoup de gens qui sont de discours, ils n'ont jamais rencontré, dans certaines régions, d'immigrés travaillant à leur côté. Donc ça, c'est un véritable problème. On perd énormément d'argent avec cette politique. Économiquement, on est perdant parce qu'on ne profite pas des opportunités, des qualifications des uns et des autres, de la créativité qui est liée à la diversité, etc. Tous les économistes l'ont montré. Et surtout, on accroît la pauvreté au sud parce que les migrants, ils envoient 640 milliards de dollars annuels dans leur pays d'origine. 640 milliards, c'est 3 fois l'aide publique au développement. Donc on accroît l'écart entre le nord et le sud, et donc on accroît potentiellement les gens qui vont devoir ou vouloir partir chez nous. Donc c'est une politique de gribouille, si j'ose dire, en la matière. Les associations, pour beaucoup de décideurs, je pense, sont complètement ignorées de leur paysage, et le patronat s'est tu. Le patronat qui avant avait un discours pro-immigration ne parle plus de ce sujet parce que ils ont peur de perdre une partie de leurs adhérents parmi les petits entrepreneurs s'ils tiennent ce discours. On a besoin d'immigration, c'est une bonne chose que d'avoir de l'immigration parce qu'on manque de main-d'œuvre. Ils le disent en privé, mais publiquement, aucune prise de parole là-dessus. Donc si le patronat, qui pèse quand même dans la décision, n'a plus aucun discours et s'est tu sur le sujet, si les associations qui sont considérées comme des agitateurs qui dérangent les politiques publiques ne sont pas écoutées, qu'est-ce qui reste à écouter ? Les sondages. Donc on est dans une politique d'opinion, si j'ose dire, et on regarde ce que disent les élections qui ont fait de l'immigration, construit autour de l'immigration un argument politique essentiel, alors que c'est un des aspects du contexte actuel, mais pas du tout le plus important. Vous nous faites comprendre que le phénomène migratoire est consubstantiel à l'humanité. L'histoire de l'humanité, c'est une histoire de migration. Oui. Est-ce qu'il y a, vous définissez un espèce de taux, parce que tout le monde n'a pas envie de bouger. Vous nous donniez le chiffre. Ils n'ont pas envie de bouger. Oui. 3,7% de la population mondiale, les migrants, c'est pas beaucoup, sur 8 milliards d'habitants. Oui, parce que 284 millions d'habitants, 284 millions de migrants par rapport aux 6 milliards de... 8 milliards d'habitants de la planète, c'est pas beaucoup. C'est peanuts, oui. Mais donc, en fait, c'était ce taux-là. Vous dites 3,4% de gens qui... 3,7%, oui. Qui sont intéressés par la migration. Dans les organisations internationales, vous avez cité tout à l'heure les causes de l'émigration. On a le problème le facteur climatique qui va prendre sûrement une ampleur, et le vieillissement démographique. Oui. Est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on réfléchit, est-ce que ce pourcentage de migrants va fortement évoluer à cause de la démographie et à cause du changement climatique? Oui, moi j'aurais tendance à dire que très modérément, parce qu'il n'y a pas de lien, ça je me réfère aux travaux des démographes comme Hervé Lebras par exemple, il n'y a pas nécessairement de lien entre la croissance démographique et la croissance de la migration. Ça dépend beaucoup des liens que les migrants... Le facteur essentiel, c'est les liens transnationaux. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de migration. Si on est très pauvre, mais qu'on n'est pas informé, même si on est nombreux, il n'y a pas de prise de conscience que la mobilité pourrait changer les choses dans la plupart des cas, sauf si on est carrément chassé de chez soi par la guerre civile. Mais donc les plus pauvres ne bougent pas, et les régions du monde où il y a encore une forte pression démographique ne sont pas nécessairement des régions de très grand départ. Je prends l'exemple, le pays où on migre le plus en Afrique, rapporté à la population totale, c'est la Tunisie. La Tunisie, c'est un petit pays où il y a 2,4 enfants par famille,
où le contrôle des naissances existe depuis Bourguiba, c'est-à-dire depuis l'indépendance du pays. Mais il y a une très grande mobilité parce qu'ils sont en face de la Méditerranée, ils sont très proches de nous, ils reçoivent la télévision italienne, française, etc. Ils sont câblés, si j'ose dire, pas seulement techniquement, mais en termes de relationnel avec l'Europe depuis très longtemps. Donc ceux qui sont dans cette situation vont bouger. Mais des coins où il y a beaucoup de pauvreté et où il n'y a pas nécessairement, on est un peu isolé du monde, il y a très peu de migration. Et les pays les plus peuplés, les deux géants démographiques du monde, l'Inde et la Chine, ont un taux d'émigration extrêmement faible parce que la taille du pays donne quelques ressources intérieures. Et puis, ils sont loin, c'est coûteux, etc. Même s'ils ont beaucoup de migrants, il y a 37 millions d'Indiens dans le monde, mais rapporté au milliard 4 d'Indiens, c'est un taux très très faible, 0,0, etc. Pareil pour la Chine. Donc en fait, il n'y a pas de lien entre la croissance démographique directe et la migration. Et d'ailleurs, cette croissance démographique, elle va se tasser. Ce que dit Gilles Pizon, par exemple, qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle, qui a fait un atlas de la population mondiale, c'est qu'on va atteindre à la fin du siècle entre 9,5 milliards et 10 milliards d'habitants. Et puis qu'ensuite, on va décliner. Il dit toutes les civilisations du monde ont fini par contrôler leur population. Et donc, il y a eu un déclin de la population. Aujourd'hui, il ne parle pas du passé où il y avait d'autres facteurs, des épidémies massives, etc. Aujourd'hui, on est dans ce contexte où on aura un tassement. Et on l'a constaté dans beaucoup de régions du sud du monde. Par exemple, autour de la Méditerranée aujourd'hui, on a un taux d'enfants par femme qui est à peu près autour de 2,4. 2,4. Il y a quelques exceptions en Égypte, en Israël, mais dans l'ensemble, c'est faible en réalité. C'est faible. Donc, c'est pas du tout mécanique que la croissance démographique se solde par des départs massifs si les gens ne sont pas câblés avec des régions d'accueil. Et la plupart des Africains, je répète, migrent en Afrique. C'est un peu banal de le dire, mais c'est quand même l'essentiel de la migration dans ce continent. C'est vrai aussi pour l'Amérique latine. La plupart des latino-américains migrent en Amérique latine. La plupart des Asiatiques migrent en Asie. Et si on suivait les chiffres, on devrait avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Asiatiques chez nous parce que c'est le continent le plus peuplé de très loin du monde. Et ce n'est pas le cas. À des échelles nationales, on peut penser que l'Italie, la Russie ou le Japon, qui sont des pays où les populations, il y a une espèce de collapsus, pourraient être tentés de faire venir des gens chez eux pour faire tourner la machine. Ils le font déjà. Ils le font. L'Italie a des accords avec l'Albanie, pas seulement pour trier les sans-papiers, ça n'a pas marché d'ailleurs, avec l'Albanie, puisque ça a été cassé par par les tribunaux italiens et par la Cour de justice de l'Union européenne, mais aussi parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc eux, ils ont des accords de main-d'œuvre, notamment avec l'Albanie, pour le travail. Ça, c'est depuis longtemps d'ailleurs. On n'a plus de bateaux albanais. C'était les images un peu stéréotypées des migrants qui arrivent en Europe, les bateaux albanais qui arrivaient à Brindisi. Ce n'est plus le cas parce que depuis très longtemps, depuis au moins 15 ans, ils ont des accords bilatéraux. Le Japon, alors ils ont une difficulté parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre puisqu'ils sont vieillissants. Ils ne veulent pas trop de migration, mais ils ont quand même à peu près 1% de migrants dans leur pays. Ils voudraient une migration très qualifiée dont ils n'ont pas besoin pour leur image, alors qu'ils ont besoin d'une immigration peu qualifiée. Ils en ont, mais ils ont préféré parfois robotiser au maximum que d'avoir de la migration, mais ça ne résout pas le problème démographique. Et il y a des métiers qui sont non délocalisables et qui ne peuvent pas être faits par des robots, notamment la prise en main des personnes âgées, notamment toute une série de métiers du bâtiment, etc. Donc, ils ont aussi besoin de migration. Je reviens sur le facteur climatique, parce que dans les scénarios les pires du GIEC, si on imagine que 20% de la population indienne ne pourra pas rester sur le lieu où elle vit aujourd'hui, ça fait quand même du monde qui peut bouger. Ils ne vont pas nécessairement sortir de chez eux. Très souvent, ceux qui sont touchés, c'est des gens qui sont
très proche, si j'ose dire, de la nature. C'est-à-dire, on le voit d'ailleurs, on l'a vu avec le Pakistan, on l'a vu avec le Bangladesh, qui est un des pays les plus menacés au monde. Quand il y a des inondations, par exemple, ceux qui sont touchés, c'est des gens qui cultivent dans le delta que constitue le Bangladesh, en réalité, où les fleuves de l'Himalaya se déversent, le Gange et le Brahmapoutre, mais aussi donc des agriculteurs, des pasteurs qui sont chassés parce qu'ils ne peuvent plus faire paître leurs troupeaux, des pêcheurs aussi. Donc, c'est des gens qui cherchent souvent d'abord dans leur pays, puis éventuellement ailleurs, des conditions de vie proches et de ressources proches de celles qu'ils avaient. Ça a été le cas aussi au Darfour. Le conflit du Darfour, c'est un conflit environnemental, initialement, entre une population arabe et une population subsaharienne. Et donc, les uns ont voulu virer les autres, pour dire les choses très franchement. C'est devenu un conflit ethnique, puis une guerre civile dans cette région. Mais la plupart des Darfouris, d'abord, ils sont restés chez eux. Certains sont partis vers le Tchad, d'autres vers l'Égypte. En fait, mais c'est un conflit environnemental de gens qui voulaient continuer à vivre comme ils vivaient auparavant. Donc ça, c'est un contexte très précis, si j'ose dire. Et la plupart des déplacés environnementaux des îles, notamment les îles du Pacifique, c'est des gens qui vivent de la pêche, de toute une série de ressources de la nature et qui vont essayer de s'installer sur d'autres îles. Parfois, certaines ont été achetées, d'ailleurs, par Tuvalu, pour s'y réinstaller. Donc, ça ne va pas créer une migration de masse à notre porte. Les pays les plus menacés, c'est des pays qui sont au bord de ces lieux de catastrophe. C'est-à-dire, par exemple, le Maghreb, qui sont au bord de pays sahéliens, par exemple, touchés par la désertification, qui sont à l'intérieur de l'Afrique, au bord de là où il y a des catastrophes naturelles. En Asie, pareil. L'Inde, par exemple, effectivement. Mais la plupart des gens, ils ne vont pas aller très très loin. Ce sont des gens qui sont les plus pauvres, comme je vous dis. Et ils recherchent des conditions de vie qui ressemblaient à celles qu'ils ont dû quitter à cause des catastrophes naturelles. Et les 2/3 des déplacés environnementaux sont des migrants internes dans leur propre pays. Anne-Marie Claude, je suis directrice générale de Salver Réseau Associatif, qui accueille également des migrants, la même équipe ici. Ma question touche à un des effets pervers de la politique que vous venez de décrire, c'est-à-dire le développement des réseaux mafieux. Est-ce que vous pouvez développer cet aspect-là, mafieux en tout genre, trafic de drogue, trafic humain, trafic d'argent, qui généralement sont connectés? Tout à fait. Alors déjà, le trafic... Moi, j'ai une étudiante qui avait fait une thèse un peu là-dessus. Enfin, c'était un aspect de sa thèse et qui montrait que le trafic des personnes était rapportait moins d'argent que le trafic de drogue et était plus difficile pour ceux qui contrôlent à détecter, si j'ose dire, parce que ça se produit dans le sud où on n'a pas nécessairement de mandat pour aller dans un certain nombre de pays pour voir ce qui s'y passe. Ce qui fait que c'est plus facile. Elle avait étudié le cas du passage entre le Maroc et l'Espagne, étant elle-même espagnole, et elle montrait ce phénomène-là, des passages irréguliers. Effectivement, plus on ferme, plus le trafic se développe. Donc il y a un contournement de l'interdiction. Bon, ça, c'est partout, quelle que soit l'interdiction, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est très clair. Et aujourd'hui, c'est devenu une ressource essentielle pour toute une série de populations au monde. Si on voit ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, au Mexique, le Mexique reçoit aujourd'hui, il y a un solde migratoire négatif avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'en clair, il y a moins de Mexicains qui vont aux États-Unis que de Mexicains des États-Unis qui décident, parce qu'ils ont aussi le passeport américain, de retourner au Mexique. C'est la situation aussi de la Turquie. Aujourd'hui, il y a moins de Turcs, il y a 4,5 millions de Turcs en Europe, mais il y a moins de Turcs qui viennent en Europe que de Turcs qui reviennent aussi chez eux, parce qu'ils ont double nationalité, donc ils peuvent circuler, parce ils sont plus âgés, ils veulent prendre leur retraite, toute une série de raisons comme ça, où il y a aussi des jeunes Turcs qui trouvent des opportunités de travail en Turquie, ayant été scolarisés en Allemagne, par exemple. Donc le trafic du passage pour l'Amérique latine, enfin pour le Mexique, c'est très important, ces trafics, c'est un mélange de cartels, de drogue et aussi de trafiquants qui aident au passage. J'y suis allée l'an dernier, d'ailleurs, faire un cours
là-bas, ou à Mexico. En fait, c'est un pays qui tire une grande partie de ses ressources, outre le pétrole et beaucoup d'autres choses, du trafic. Et les gens qui viennent, ils viennent d'Amérique centrale, pour la plupart, parce que l'Amérique centrale a été ruinée dans sa culture du café par la concurrence qui a été introduite, entre autres, par la Banque mondiale, en développant massivement les plantations de café au Vietnam. Et le Vietnam a sans doute encore des prix de production plus bas que l'Amérique centrale. C'est peut-être de la moindre qualité, mais en tous les cas, ça a ruiné les petits producteurs. C'est pour ça que souvent, dans le commerce équitable, on dit défendez les petits producteurs d'Amérique centrale. Et c'est vrai qu'ils sont très fortement menacés. Certains ont quitté ces activités qui s'étaient développées pendant une trentaine d'années pour partir vers les États-Unis parce qu'ils ne peuvent plus soutenir cette concurrence. Donc, il y a beaucoup de départs, plus l'instabilité politique, plus les catastrophes naturelles, le Honduras, etc., des tremblements de terre, des cyclones. Bon. Donc, il y a tout un trafic, et le trafic du passage, qui a été étudié par un des étudiants que j'avais eu en thèse, un très beau travail qui a eu un prix d'ailleurs de la Sorbonne pour le passage. Il se passe des choses tout aussi atroces qu'en Libye, hein. Le viol, la maltraitance, des gens qui se font abattre parce que leur correspondant américain ou leur famille aux États-Unis n'a pas envoyé assez vite l'argent sous 48 heures. Et donc les gens sont abattus froidement dans leur passage, le fameux train qu'on appelle la Bestia, qui va directement qui longe toute la côte jusqu'aux États-Unis. Puis maintenant, un nouveau lieu de passage qui sont avec beaucoup de passeurs dans la jungle. On est dans ce qu'on appelle le Darien. Le Darien, c'est une portion de territoire qui est entre Panama et les États-Unis. Et là, on est carrément dans la jungle, donc on est obligé de faire appel à des passeurs. Et la situation est absolument atroce aussi à cause des conditions naturelles des lieux de tentative de passage. Donc tout ça, c'est ce qui se passe ici, de ce côté-là, mais aussi il y a toute la Libye dont je ne parle pas puisque vous connaissez. Ça a été considéré comme... il y a un rapport des Nations Unies du département des droits de l'homme qui parle de l'enfer libyen, et donc il y a toute une ressource. C'est pas un pays pauvre, la Libye, ils ont du gaz, du pétrole, mais il y a d'autres gens qui se sont enrichis, notamment avec le passage. Donc l'économie du passage est florissante, et plus on interdit, plus elle se développe. Les gens de la Commission européenne ont décidé que pour contrôler les frontières de l'Europe, on allait former des gardes-côtes libyens, ce qui m'a, disons, plongé dans une certaine perplexité, parce que c'est un pays où les gardes-côtes sont parfois en uniforme, il y a beaucoup de corruption du passage, hein, comme à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et donc... ces gardes-côtes, avec ceux qui leur donnent beaucoup d'argent, je ne regarde pas et vous partez. C'est pareil, j'ai une étudiante qui avait fait sa thèse sur les fameux Aragas, les gens qui partent d'Algérie, qui traversent la Méditerranée. Il y a des parodies de procès dans les tribunaux algériens parce qu'ils savent très très bien qu'ils ne peuvent pas contrôler tous les départs qui se passent entre minuit et 4 heures du matin de la côte algérienne. Donc de temps en temps, on va faire un procès contre des passeurs qui sont souvent les copains de ceux qui ont pris les bateaux, etc. Parfois, le donneur d'ordre est impossible à trouver parce qu'il vit dans les pays du Golfe, par exemple, et il donne ses ordres à distance. Donc c'est très très difficile de lutter contre les passeurs, mais ça s'est beaucoup développé avec l'interdiction pour le plus grand nombre de partir. Et si tous ces gens pouvaient partir légalement pour le travail ou pour d'autres raisons, en restreignant moins le regroupement familial, etc., on aurait beaucoup moins de cette économie mafieuse qui s'est développée autour du passage pour les gens qui n'ont pas de visa. Ça, c'est très clair. Et ces pays du Sud, à qui on demande pas seulement de reprendre leurs nationaux, les fameux accords de réadmission, et qui parfois se font un peu tirer l'oreille parce qu'ils ne veulent pas, et c'est un moyen de négociation. En même temps, on leur demande aussi de maintenir sur leur territoire les gens qui veulent partir, qui ne sont pas toujours leurs nationaux d'ailleurs. Il peut y avoir des gens qui sont arrivés de plus loin, qui sont en transit sur leur territoire. Donc ils sont dans une totale contradiction parce qu'en même temps, s'ils étaient complètement efficaces, ils n'auraient plus de transfert de fonds. Or, les transferts de fonds,
c'est une ressource essentielle pour beaucoup de pays du Sud, ne serait-ce que pour le Maroc, qui est loin d'être le pays le plus pauvre, c'est 18% des ressources en devises du pays. Donc si le Maroc interdisait à tous les Marocains qui n'ont pas de papier de partir, ils n'auraient plus les transferts. Donc en fait, là, on les met dans une contradiction absolue qui n'a aucun sens. Et c'est ce qu'on fait avec le Royaume-Uni. On applique, le Royaume-Uni nous a imposé avec les accords du Touquet le containment, c'est-à-dire l'interdiction de sortie de notre territoire français pour les gens qui veulent aller au Royaume-Uni. C'est le seul exemple européen où on ait ce système d'accord contre une contrepartie qui n'a jamais été clairement établie. On dit que c'est l'achat de matériaux militaires, etc. C'est pas très clair, mais c'est une nuisance colossale pour la France, parce qu'il y a les camps, et avec tout ce qui se passe pour les gens qui sont là, et puis pour les habitants du coin qui ont des maisons qui valent plus rien, qui souvent avaient été construites avec la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, qui sont pauvres, et qui, si on dit qu'on habite à Sangatte, même s'il y a des maisons de bord de mer, aujourd'hui les gens disent Sangatte, c'est les Afghans dans l'image qu'on peut en avoir, donc c'est pas top pour revendre sa maison, etc. Donc ça c'est un problème majeur, et puis la très grande difficulté de gérer la situation. On a accepté ça, donc on fait le containment. C'est ce qu'on demande aussi aux pays du Sud de faire, en sachant très bien qu'on ne peut pas être complètement efficace dans ce genre de pratique. Une dernière question dans la salle. Il y a une main qui s'est ajoutée. Oui, bonjour, je m'appelle Wafa, je suis juriste au service de mineurs isolés de la Fondation du Diaconat de Mulhouse. Et donc on évoquait notamment les violences subies c'est dramatique, dans tous les pays. Et on sait que pour demander l'asile, il faut réussir à prouver des craintes réelles, actuelles et personnelles dans le pays d'origine. Mais quid finalement d'un statut protecteur des violences subies sur tout le parcours migratoire, et notamment en Libye, où on sait qu'il y a des centres de torture, où les jeunes migrants sont esclaves. Et je voulais savoir si vous avez fait des travaux de recherche en ce sens, ou si éventuellement... ça faisait partie peut-être, je ne sais pas, de recherche. Moi, j'en ai pas fait parce que c'est très difficile. On peut pas. Alors moi, parfois, j'ai un peu des cas de conscience quand mes étudiants disent. J'en avais une qui disait, je vais voir comment ça se passe au départ de l'Algérie. Est-ce que je peux me faire accompagner de mon cousin le soir sur les côtes algériennes? Je lui dis surtout oui. Bon, une autre qui a travaillé sur le trafic entre le Maroc et l'Espagne pour le passage autour de Gibraltar, enfin dans Ceuta, Melilla, tout ça, je lui ai dit là vous prenez des risques. Parfois j'ai un peu des inquiétudes. Il y a des endroits où on peut absolument pas envoyer des. J'en ai une qui a fait sa thèse sur les camps du Soudan. Elle y est allée, mais je veux dire c'est un peu risqué. Une autre qui a travaillé sur les Rohingyas et les populations menacées par les questions climatiques au Bangladesh, c'est pas évident non plus. Bon, parfois ils sont à la limite de ce qui est de la mise en danger. Donc je dis parfois, c'est impossible d'envoyer quelqu'un en Libye aujourd'hui. Il y a un chercheur algérien qui maintenant enseigne à Paris 8 qui s'appelle Ali Ben Saad, qui est professeur à l'université de Paris 8, qui quand il était en Algérie, il est arrivé en 95 après la crise algérienne, il a travaillé sur la Libye. C'est un des grands spécialistes aujourd'hui de la Libye, donc il a fait du terrain en Libye à l'époque où c'était un peu moins mafieux que ça ne l'est aujourd'hui, mais enfin il a écrit là-dessus effectivement. Et aujourd'hui en Libye, ce qu'on peut avoir, c'est des narrations. Souvent les gens ils disent rien sur leur passage. Moi j'ai remarqué que, je ne sais pas si vous voyez ça aussi dans vos associations, ils sont muets. Ils disent pourquoi ils sont partis, comment ça s'est passé à l'arrivée, mais souvent sur le passage, là, il y a un blackout complet. Ils ne veulent pas parler des passeurs pour ne pas se mettre en danger, même si c'est catastrophique. Dans les films, on voit aussi la mise en esclavage. Ça a été dénoncé parce qu'il faut qu'ils travaillent tant qu'ils n'auront pas remboursé souvent donc à la personne qui leur demande de l'argent, la somme convenue, par exemple. Il y a aussi des gens qui sont enfermés. Il y a des femmes qui sont violées, des hommes aussi d'ailleurs qui sont violés. Il y a toute une série de situations de torture inimaginables qui se passent en Libye. En revanche, sur l'Amérique latine, comme je vous disais, sur le Mexique, il y a cet étudiant qui a travaillé sur la traversée du Mexique. Et lui, ce qu'il dit, c'est que les femmes se font piquer pour ne pas être enceintes parce qu'elles savent très bien qu'elles vont faire le don de leur corps
pendant le voyage. Pendant le voyage, et donc ça, c'est quasiment inéluctable pour traverser le Mexique. Les transports, surtout le train, est souvent intercepté, c'est comme le Far West, par les cartels de la drogue. Donc si les gens ne donnent pas l'argent qui est demandé par les membres du cartel, ils sont abattus sur place. Donc là aussi, c'est une situation peu contrôlée par les pouvoirs publics. C'est un pays où il y a beaucoup d'insécurité. Et donc, le pays est débordé par ce problème. Outre celui de la drogue. Donc, il y a quelques travaux. Et en même temps, ce qui m'a frappé en lisant quelques thèses, dont celle-ci, sur la traversée du Mexique, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'arrangements, n'en déplaise à M. Trump, autour du passage de la frontière. Le plus dangereux n'est pas le passage de la frontière américaine. Beaucoup ont passé plusieurs fois, ont essayé plusieurs fois, ont traversé plusieurs fois la frontière, ont payé plusieurs fois pour la traverser, etc. Donc il y a une sorte de mise en scène de la frontière, mais ce n'est pas le mur de M. Trump qui va arrêter les gens. C'est la frontière la plus contrôlée, mais aussi la plus traversée au monde, la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et il y a 3200 km de frontière, dont le fleuve Rio Grande est du côté du Texas. Pour l'instant, M. Trump, président des États-Unis dans son premier mandat, n'a réussi à construire que 26 km. Donc on est dans le ridicule, si j'ose dire. L'heure tourne. Merci infiniment, madame, de partager avec nous tout votre savoir et de nous faire prendre un peu de recul sur cette question des flux migratoires. Pour terminer, avec Elisabeth, on va vous poser une dernière question. Finalement, au regard de notre problématique des flux migratoires sur les mineurs non accompagnés, quel message vous estimeriez important que nous conservions comme étant important pour nous ? J'aurais tendance à dire déjà que les politiques qui ont signé la Convention sur les droits de l'enfant la respectent. Et ça, je crois que c'est un aspect très très important à l'échelon non seulement national, européen et mondial. Donc il y a une convention, il faut que les mineurs soient accueillis, soient éduqués, soient logés, si on veut éviter ensuite des très grandes difficultés d'insertion dans les pays d'accueil. Ça, c'est le premier message que j'aurais tendance à dire. Et d'autre part, d'assouplir les politiques de contrôle pour ces mineurs qui souvent sont pris dans la logique très sécuritaire et qui sont eux-mêmes victimes de situations qui sont inimaginables s'ils traversent la Libye, s'ils traversent le Mexique ou le Darien. Et souvent, ils sont à peu près dans la même condition que les adultes.